Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 19 mars, il est l'heure de l'info. Les pompiers de la Meuse ont mis en place un dispositif pour tenter d'attirer de nouveaux volontaires, nous vous expliquerons. Face au dépérissement des frênes, la forêt de Monniéville engage un plan de reboisement, un projet collaboratif dans lequel les élèves se mettent au service de la forêt. Ce soir, nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Brice Roborel de Climens. Clémentine Coppola l'avait reçue à l'occasion de la publication d'un album de Tintin traduit en langue champenoise. C'est un incendie qui aurait pu tourner au drame. Cette nuit, vers 3h30, les policiers ont alerté les pompiers de Saint-Dizier à propos d'un incendie avenue Pasteur. Selon nos informations, le feu aurait pris naissance dans le local poubelle de l'immeuble avant de se propager rapidement au bardage en bois de la bâtisse. Heureusement, la plupart des logements étant vacants, seuls 2 habitants ont dû être évacués. Le propriétaire des lieux, l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier, leur a proposé une solution de relogement. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie vers 6h du matin. Sur place, un témoin nous a confié qu'il s'agissait du 3e départ de feu depuis plusieurs années. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre. Toujours à Saint-Dizier, un drame s'est produit hier matin aux environs de 6h10 dans le quartier du Verbois. Un homme d'une cinquantaine d'années s'est donné la mort en se défenestrant du 11e étage du bâtiment Ardennes. C'est un voisin qui a fait la macabre découverte au pied de l'immeuble et qui a prévenu les secours hier matin. L'homme, en grande détresse psychologique, était suivi en psychiatrie pour un état dépressif. L'autopsie a confirmé la thèse du suicide. Ce drame rappelle tristement 2 autres faits similaires survenus dans ce même immeuble ces dernières années. Un peu de légèreté à présent, la communauté de communes des Portes de Meuse et le service départemental d'incendie et de secours du département s'unissent pour attirer et engager de nouveaux pompiers volontaires. Pour cela, ils ont mis en place un nouveau dispositif permettant l'engagement différencié. Les détails de ce nouveau dispositif avec Léo Martin. Ils ne sont pas du métier et pourtant ces sapeurs-pompiers volontaires sont engagés. Mais avant d'être sur le terrain, il faut passer un recrutement. Chaque année, les pompiers de la Meuse recherchent des volontaires pour s'engager, mais en 2025, un nouveau dispositif a été mis en place, l'engagement différencié. Parce que maintenant, 80% de nos missions sont consacrées au secours et soins d'urgence aux personnes. On perdait des candidats qui peut-être avaient peur du feu. Donc l'objectif, c'est de leur proposer de pouvoir s'engager chez nous pour ces missions de secours et de soins aux personnes, les opérations diverses, et leur proposer de pouvoir faire toute leur carrière, évoluer en grade, mais uniquement dans ce domaine de compétences. Cette nouvelle offre permet aux mairies de recruter des pompiers volontaires dans leurs effectifs municipaux. Certains maires l'ont déjà fait, comme à Ancerville. On sait très bien que la difficulté des pompiers, c'est le décalage en journée. À la nuit, ça va, les pompiers sont chez eux, mais la journée, ils travaillent. Et d'avoir quelqu'un qui travaille, mais qui peut être aussi lâché tout de suite, c'est très intéressant. L'intérêt d'avoir déjà ils sont tous secouristes, hein, ça c'est important. S'il y a une blessure ou quelque chose qui se passe dans les ateliers, c'est quand même bien pratique d'avoir un pompier. L'intérêt aussi d'une commune, enfin d'une collectivité, d'une mairie, c'est de sauver ses habitants, enfin de soigner ses habitants. Donc là, c'est aussi un moyen de le faire. Historiquement, le rôle des sapeurs-pompiers est d'éteindre les incendies. Aujourd'hui, cela représente seulement 20% du travail. Dans le sud de la Meuse, il y a environ 600 sapeurs-pompiers. En fonction des zones géographiques, les effectifs doivent être adaptés pour éviter les disparités. C'est un sujet d'autant plus important que les 13 560 interventions qui sont réalisées actuellement en 2024 sur le territoire sont assurés à 80% par des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, pour faire face à une carence de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée, un dispositif nouveau a été mis en place. Ce sont des dispositifs de garde volante. Ce sont des sapeurs-pompiers qui vont dans différents centres où là on dénombre une carence de la disponibilité qui est la plus forte. La communauté de communes des Portes de Meuse et le SDIS 55 ont noué un partenariat pour promouvoir l'engagement volontaire dans le département. Notre rôle, c'est aussi de maintenir une caserne de pompiers, justement pour sauver, servir et aider nos citoyens sur la Collecom Porte de Meuse. N'imaginons pas un moment que l'on manque de pompiers. On est loin des hôpitaux, on est loin de tout. Et sûr que quand on appelle les pompiers, si personne ne répond, voilà. Donc on est motivé rapport à ça, pour le bien de notre population. En Meuse, il y a 41 casernes de sapeurs-pompiers. Prochainement, les travaux de la caserne d'Ancerville devraient se terminer.
Ce centre de secours sera composé exclusivement de volontaires. Face au dépérissement des frênes, la forêt communale de Mognéville engage un plan de replantation. L'objectif est de diversifier les essences pour préserver l'écosystème, mais ces jeunes pousses sont menacées par une population de cervidés en forte expansion. Pour les protéger, la commune mise sur un projet collaboratif avec des élèves en formation forestière. Un reportage de Célia Richard. Depuis plusieurs années, la forêt communale de Mognéville subit la présence d'agents pathogènes. Les frênes dépérissent et les services techniques sont obligés de les couper. Pour ne pas impacter la nature, la ville et l'ONF ont mis en place un plan d'enrichissement par plantation. Là, on est devant un placeau qui a été travaillé déjà préalablement par une machine. Donc en fait, l'objectif, c'était de supprimer toute la ronce qui se trouvait au sol et toutes les graminées herbacées qui pouvaient être là, avant de planter nos petits chênes. Donc on a planté des petits chênes qui se trouvent donc dans cet ensemble qu'on a travaillé. Donc on a travaillé en fait des carrés de 6 mètres par 6 mètres. Et dans ces carrés de 6 mètres par 6 mètres, on a installé 9 plants de chênes. Plusieurs essences ont été choisies pour le repeuplement. 70% de chênes sessiles, 10% de chênes pubescents, 10% d'aulnes de Corse et 10% de noyer noir. Malheureusement, sans protection, ces plants sont abrutis par le gibier présent dans la forêt et notamment les cervidés. Et c'est un animal qui est capable de consommer par jour 10 à 15 kg de végétaux. Donc la présence de cerfs en forêt n'est absolument pas incompatible avec la forêt, bien entendu. Les animaux font partie de l'écosystème forestier. Mais là, on est arrivé aujourd'hui à un seuil où la trop grande présence d'animaux provoque une consommation forcément proportionnelle. Et donc nos peuplements aujourd'hui qui sont impactés par des agents pathogènes, des maladies et également les sécheresses et coups de soleil et qui ont besoin de se régénérer n'y parviennent plus parce que les cerfs sont attirés par les zones qui sont en régénération et qui fournissent forcément leur alimentation. Depuis la fin des années 2000, la population de cerfs est en plein développement. Quelques années en arrière, 10 à 15 animaux étaient prélevés par an. Aujourd'hui, le nombre a quadruplé et reste très inférieur par rapport à l'accroissement de la population. Voyez, ça c'est du dégât de gibier. Si vous regardez bien, tout ça c'est mangé. Pour remédier à ce problème et protéger les plantations, la commune a fait appel aux élèves des classes agricoles et forestières d'un lycée professionnel de la région. Le but, construire des enclos autour des parcelles plantées. Dans un premier temps, on les a préconstruits dans un local à côté. On les a déplacés en tracteur sur le terrain. Et ici, on a fait des panneaux et là, on les assemble par 4, quoi. Donc la fabrication, on y a été 2 jours. Donc là, c'est la première fois qu'on vient sur le terrain ici pour le montage. Et je pense qu'il y aura encore une bonne journée pour finir le chantier. Une soixantaine d'îlots devraient être installés sur la parcelle 25 de la forêt de Mognéville. Aujourd'hui, une dizaine sont déjà en place. La forêt est importante pour la commune puisqu'elle permet de faire des recettes sur la vente de bois, offre un lieu de promenade aux habitants, mais également une source de bois de chauffage et un terrain pour les chasseurs. Ce projet est donc nécessaire à la vie communale. Il représente un budget de 22 000 € hors taxes. Nous vous proposons ce soir une rediffusion de l'interview de Brice Roborel de Climens. Clémentine Coppola l'avait reçu à l'occasion de la publication d'un album de Tintin traduit en langue champenoise. Regardez. Ce soir, nous allons découvrir une autre langue, une culture singulière, un folklore. Nous ne partons pas en voyage, mais nous allons parler champenois. Mi-novembre, l'association La Maison du Folklore de Champagne a publié un album de Tintin traduit en langue champenoise. Bonsoir Brice. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Alors, ça donne quoi les bijoux de la Castafiore en champenois? Ça donne ça. Voilà. Un album. Je ne me lancerai pas sur la prononciation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le prononcer? Oui, Los Orrei de Lei Castafiore. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre cette traduction de Tintin en champenois? Alors, tout a démarré en mai 2021, lorsqu'à l'Assemblée nationale a été votée une loi qui s'appelle la loi Molac. Donc Molac est un député breton et qui a permis, par la loi, que les langues régionales soient instruites à l'école publique et pendant les temps scolaires. Et on s'est dit, en Champagne, il y a une langue qui était la langue internationale du Moyen-Âge, et aujourd'hui elle est en désuétude, et il faut la relancer. C'est de là que dans notre association, on a créé cette section Renaissance de la langue champenoise, et cette section qui, avec le fruit de son travail, est arrivée à un but. Il fallait faire un vrai projet médiatique pour la relancer. Et le projet médiatique, c'était le Tintin.
Tintin parce que monument de la littérature. Et pourquoi les bijoux de la Castafiore? Parce qu'il y en a plein des Tintins. Alors notre association est basée dans un petit village qui s'appelle Aïville, près de Bar-sur-Aube, et le sobriquet du village c'est le Petit Moscou, parce que le village a été brûlé par les Cosaques russes en 1814. Donc nous voulions traduire Tintin au pays des soviets. Mais par le contexte géopolitique, Casterman nous a dit ce n'est peut-être pas le bon moment. Et ils nous ont conseillé les bijoux de la Castafiore parce que c'est un album qui est très franchouillard. À l'intérieur, vous avez les arbres, vous avez le piano, vous avez le château, vous avez l'api, des mots qui sont officiellement traduibles en langue régionale. Et donc vous êtes lancé sur ce projet. Alors je tiens à le préciser parce que la seule région de France qui n'avait pas encore son album de Tintin, c'était la Champagne-Ardenne. J'imagine que ce n'est pas simple de traduire un album de Tintin. Hein. Alors forcément, ce n'est pas simple quand on n'a pas de locuteur dans son entourage, dans son association. Mais nous avons la chance à la Maison du Folklore de Champagne d'avoir une trentaine de locuteurs de champenois courants. Alors principalement dans le département des Ardennes et dans le département de l'Aube. Et donc ce sont ces traducteurs qui se sont attelés pour réaliser la traduction de cet album. Alors quand vous dites locuteurs, c'est des personnes qui parlent et qui le comprennent, c'est ça? C'est ça, voilà, qui le parlent couramment et qui le comprennent couramment. Alors quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on traduit un album de Tintin? Eh bien, en fait, la problématique, c'est que c'est une histoire, mais c'est une histoire qui a été racontée par Hergé. Donc Hergé avait des traits d'humour, il avait des organisations de phrases qu'il voulait transmettre au lecteur. Et ça, c'est le plus compliqué, parce que traduire une phrase du français au champenois ou du champenois au français, quand on est un locuteur, c'est facile. Par contre, retranscrire le ton d'Hergé, ça, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Oui, et l'humour qui est très subtil aussi à certains moments. Donc là, on doit faire des choix. Ah oui, tout à fait. Surtout que les choix doivent être en raccord avec le nombre de lettres qu'il y a à l'intérieur des bulles, puisque les bulles ne sont pas extensibles. Donc ça, c'est tout un travail qui finalement est complexe. Alors Casterman nous disait qu'il fallait entre 5 et 10 ans pour traduire un album de Tintin. On l'a fait en 6 mois. Avec combien de traducteurs? Eh ben, on avait un traducteur dans les Ardennes, un traducteur en Guyane, encore un autre près de Lyon. Et puis on avait toute une équipe de petites mains tout autour qui les aidait avec l'aspect outil informatique qui était donc basé près de Bar-sur-Aube dans le village d'Aïville. Donc on va dire que du début de la volonté de traduire ce Tintin à la sortie, il y a 2 ans qui se sont écoulés finalement. 2 ans et demi, oui, parce qu'il y a eu aussi le jeu des subventions. Forcément, faire un album comme ça, c'est un coût, et notre association ne l'avait pas. Donc on a tapé à la porte de la région Grand Est, qui nous a dit « mais vous avez les portes grandes ouvertes parce que nous soutenons les initiatives sur les langues régionales de notre territoire », et surtout une subvention de l'Europe, des fonds leaders européens de la Côte des Bars, qui nous a permis de faire le pourtour du volet financier. Donc bien accompagné finalement. Si on fait un petit point rapidement, grammaire et conjugaison, pour que les gens comprennent bien, est-ce qu'il y a des consonances ou des choses qui se ressentent en français et en champenois? Est-ce que c'est la même langue un petit peu? Alors si on fait un cours de linguistique, on va essayer d'être assez rapide. En fait, le français, comme le champenois, comme le bourguignon, comme le normand, etc., sont des dialectes de la langue d'Oïl, qui est donc la langue du nord de la France, tandis que la langue du sud de la France, c'est la langue d'oc. Forcément, donc, tous les dialectes de la langue d'Oïl ont des consonances, des traits de grammaire, etc., qui sont proches. Mais ce sont tout de même des langues à part entière. Donc, quand vous lirez les bijoux de la Castafiore, les 4/5e des phrases, vous ne les comprendrez pas. Et vous les comprendrez avec 2 manières, soit en comprenant le contexte, soit tout simplement en lisant le glossaire qui est la fin de l'album, parce qu'on est des malins, on a commis un glossaire. Donc on va chercher finalement à la fin du livre les mots qui nous ont paru trop compliqués. Exactement. Et ça c'est un choix que vous avez fait de vous dire, bon, on fait cette traduction, mais on permet à tout le monde d'accéder à ce livre finalement. C'est tout l'enjeu. Si notre objectif de départ, c'est de relancer la langue champenoise, si on sort un album de Tintin que les gens ne comprennent pas et ne comprendront pas, ça n'aurait pas de sens. Alors que là, on le comprend par le contexte, on le comprend en se posant des questions et on le comprend par le glossaire. Alors, véritable carton, puisque vous en avez vendu énormément ces derniers temps. Depuis mi-novembre, vous en êtes à combien d'albums écoulés là? Alors, les chiffres, c'est difficile à dire, parce qu'on a fait des dépôts dans 52 points de vente dans toute la Champagne-Ardenne. Mais pour être honnête, quand on voit les réassorts que l'on a, je pense qu'on a déjà dépassé les 2000 ventes. On va terminer simplement sur l'association cette fois-ci. Ça, c'est un premier gros projet, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la suite pour vous? Eh bien, la suite, elle est simple. Face à cet engouement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc, on avait décidé au départ que ça serait un album unique. Et donc, nous avons décidé de continuer l'aventure. Et donc, en 2025, va sortir Le Secret de la licorne, en champenois, suivi en 2026 du Trésor de Rackham le Rouge, toujours en champenois. Donc, c'est vraiment une continuité. Comme ça, on va continuer de faire parler de la langue pendant 3 ans. Et en même temps, nos petites mains de l'association vont pouvoir continuer à travailler sur le projet avec l'Académie de Reims pour permettre enfin l'instruction du champenois à l'école publique et pendant les temps scolaires, car d'ici 2 ans, ce sera possible. Eh bien, écoutez, on va suivre tous ces projets. Merci d'avoir été avec nous.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo suivie de votre émission économique Entreprendre. Clémentine Coppola reçoit ce soir Philippe Tournoy, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises meusiennes. L'information continue bien évidemment sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.